Allô gars, et ça fait longtemps qu'on t'ait plus vu. Content de vous retrouver. On va faire comme d'habitude, on va attendre qu'il y ait 2-3 personnes, qu'il y ait du monde, histoire que je parle pas dans le vide. Hein. Donc aujourd'hui on va parler d'une thématique vraiment cool qui me passionne vraiment grandement. Allô Marissa, allô Sarah, bienvenue. Donc comme je disais, c'est ça, aujourd'hui on va parler d'une thématique qui est hyper passionnante mais qui pose énormément de problèmes au niveau de l'industrie du manga et de comment les mangakas sont traités dès lors qu'ils font leur série finalement. Allô tous ceux qui nous rejoignent, allô Tan, faites-vous savoir, écoutez on parle des mangakas et de leur rythme de travail, les conditions dans lesquelles ils sont, comment ils appréhendent le succès. Donc vraiment on parle un peu moins de manga mais plus des auteurs pour le coup. Et on va voir, notamment j'ai réussi à vous dégoter 3 emplois du temps de 2 mangakas super connus et d'un mangaka qui est un peu moins connu mais qui est quand même populaire en français pour le coup. Et on va parler des mangakas qui ont de la difficulté à s'en sortir, des mangakas qui font des hiatus, qui prennent des breaks, qui tombent malades à cause de séries de parution, et des mangakas qui sont à l'inverse, des vrais monstres et des machines littéralement. Bon, par où commencer? On va aussi parler de la censure, qui est un sujet assez sensible, qu'il était pour le coup, qu'il est un peu moins aujourd'hui. Bon, je sais pas par où commencer pour être honnête. Bon, on va commencer avec le premier emploi du temps. Fait que dans le fond, comme vous le savez tous, généralement, en fait, écrire un manga, c'est une job qui est vachement enviée en fait au Japon, mais et pas que. Hein. T'es tout autour du monde finalement, mais c'est un métier qui est très demandant, même voire trop demandant, en fait, dans le fond. La pression en fait que l'industrie du manga fait met en fait sur ses auteurs est parfois très dure, voire limite inhumaine, voire intenable en fait comme rythme. Tout simplement. Bon, il y a déjà des questions. Marie-Pierre qui nous dit la Bible de ce live sera peut-être Bakuman. Eh ben écoute, t'as vu très juste en soi. Mais ça c'est plus autour de l'édition pour le coup. Mais là on va vraiment voir en fait tout ce qui est conditions en parallèle aussi. Fait que oui et non. Et on va voir après. Qui c'est qui nous dit êtes-vous ouvert? Oui, on est rouvert depuis le 8 de ce mois-ci pour le coup. On a changé nos horaires, fait que on garde les mêmes mesures que ce qu'on avait avant la dernière fermeture, fait que 11 personnes maximum en boutique, pas plus. Et on est ouvert tous les jours de 11h à 6h du soir, tout simplement. Donc là j'en profite étant donné qu'il n'y a plus personne en boutique pour ouvrir le live. Donc commençons par le premier horaire que je vous ai dit finalement, qui est l'emploi du temps pour le coup de Shibashi Hiroshi. Donc Shibashi Hiroshi en fait, pour ceux qui connaîtraient en fait le mangaka, c'est le mangaka de Nura en fait, le Seigneur de Yokai, qui est un manga qui a déjà un certain nombre d'années pour le coup. Je sais plus combien d'années, mais qui fait comme qui a quand même son âge pour le coup. Qui était une série qui terminait en une vingtaine de volumes, il me semble, presque 30. Et ce que j'ai devant moi, et vous allez halluciner en fait, puis c'est pas le pire emploi du temps. Attendez, je vous recadre un peu. J'aime pas ça me faire regarder de travers. Fait que c'est ça, donc c'est un emploi du temps qui n'est pas le pire en fait. Donc cet emploi du temps par rapport aux 2 autres que je vais vous présenter plus tard est relativement soft, on va dire. Bon, je vous ai fait un beau petit plan ici. Alors, on va regarder ensemble en fait. Donc tout ce que vous voyez en bleu, donc c'est réparti sur les jours de la semaine, fait qu'on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour le coup. Donc tout ce qui est en bleu, en fait, tout simplement, donc il commence de minuit et se termine à 23h. Et dans le fond, tout ce qui est en bleu, en fait, c'est le mangaka qui travaille sur ses nemu, en fait, dans ses thumbnails, tout ce qui est brouillon, en fait, tout simplement. Ensuite de ça, tout ce qui est en jaune sont les pauses pour manger, tout simplement. Il faut quand même s'alimenter. Et on peut voir que tout ce qui est en gris, alors je sais pas si ça rend bien, fait que genre ici et tout ça en fait, c'est le sommeil en fait, tout simplement. Donc c'est le sommeil
que l'auteur a. Pour vous donner un exemple, par exemple le lundi, l'auteur a 2 heures de sommeil, tout simplement. Le mardi, il en a un peu plus, fait qu'il en a 7 par exemple. Mercredi aussi. Le jeudi, il en a 5. Le vendredi, il en a 5. Et le samedi, dimanche, c'est pas mal les journées de repos où là, il va monter carrément à 9 heures de sommeil. Fait que c'est encore relativement potable en fait. Il faut savoir aussi que Noura, pour le coup, c'est pas un manga comment dire, qui a la popularité de One Piece. Fait que dans les conditions sont par exemple totalement différentes. Et potentiellement que j'imagine que l'auteur avait une rapidité que certains mangaka n'ont pas, ou une méthode de travail totalement différente qui peut aussi jouer sur son horaire et son emploi du temps. On peut voir aussi que tout ce qui est en orange ici, c'est tout ce qui est rencontre avec les éditeurs. Tout ce qui est en vert ici, c'est le travail des pages couleurs. Et tout ce qui est en rouge finalement, donc c'est le temps passé avec les assistants. Donc c'est encore du travail, pour le coup c'est du travail qu'il déléguait, fait qu'il avait des assistants. Et pour le coup, donc sur toute la semaine, on n'a que 3 petites cases ici, en fait. Ces 3 petites cases là, donc ce 3 heures sur une semaine, c'est son temps libre en fait. Donc c'est le temps qui ne passe pas à son travail, qui ne passe pas à penser, qui ne passe pas à faire avec les éditeurs, qui n'est pas sur son bureau en fait, tout simplement. Donc ce qui fait que 3 heures par semaine de temps libre, c'est très 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 peu pour le coup, on s'entend. Mais quand je vous dis, c'est pas le pire. Sérieusement. Et on va aborder les 2 prochains horaires, emploi du temps plus tard. Bon, je vous dis pas, c'est l'emploi du temps de One Piece qu'on va jaser, donc Eiichiro Oda, et c'est l'emploi du temps de Masashi Kishimoto pour le coup, donc l'auteur de Naruto, donc à l'époque où il dessinait Naruto pour le coup. J'en montre sur vos commentaires. Nicolas qui me dit j'ai écouté la saison 1 de l'animé cet automne et j'ai beaucoup aimé Noura. Oui, il me semble que l'animé est un peu différent ou couvre pas tout le manga. L'histoire est très très cool. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais poussé jusqu'à la fin. C'était un manga qui me tentait super bien. On peut voir que les dessins sont quand même vraiment très très cool. Il fait commencer l'histoire de Noura, notamment notre héros, qui a une drôle de famille pour le coup, qui est une famille composée entièrement de yokai tout simplement. Et il est amené à devenir le prochain chef de clan de cette famille-là, en fait, de yokai. Assez inédit, assez très très cool. C'est un mix entre humour et action, aventure, très très nice. C'est sur ma liste de lecture à faire un jour quand j'aurai le temps, quand j'aurai d'autres choses à ne pas lire. Alors, on parlait tantôt de Bakuman. Évidemment, pour toutes les personnes qui s'intéressent pour le coup au monde de l'édition, comment est-ce que les mangakas sont traités, quel est le processus en fait de A à Z en fait pour amener un manga dans le fond de son côté brouillon jusqu'à sa publication et son arrivée en volume, voire l'exportation en fait de ce volume là. Bakuman est très 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 cool. Il va aussi toucher le côté tout ce qui est côté seiyuu et tout ce qui est le côté le côté acting au niveau des animés pour le coup. Donc on va suivre en parallèle 3 protagonistes, donc nos 2 gars ici et une jeune demoiselle. Nos 2 gars qui se lient un peu ensemble pour créer le prochain succès du Shonen Jump pour le coup. Et notre héroïne qui est dans le fond la fille dont notre héros ici est amoureux, qui se met elle pour but en fait de devenir seiyuu et une seiyuu réputée. Et le but en fait de ces 3 personnages là, donc nos 2 héros, ça va être de créer le manga, et notre héroïne, ça va être bon, écoute, elle fait la promesse à notre héros du fait que écoute, si ton manga est publié et s'avère devient être connu, je serai heureuse de le traduire pour toi, et à ce moment-là, on pourra reparler de sortir ensemble, tout simplement. Donc il y a quand même une petite histoire d'amour dessus qui est très très cool. Ça touche vraiment uniquement le monde de l'édition. Ça montre un peu comment est-ce que les mangakas, dans quel état sont les mangakas lorsqu'ils créent une planche, et ça parle juste des bons côtés en fait. Et tu vois pas vraiment le côté un peu malsain derrière cette industrie là, qui forge le respect en fait des mangakas qui sont capables en fait de tenir ce rythme là.
Tout simplement. Donc Bakuman, c'est une série en 20 tomes, c'est excellent, c'est écrit par le duo de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc les auteurs qui ont fait Death Note, Platinum, et qui refont bientôt, qui ont déjà sorti en fait le premier tome d'une série d'histoires courtes sur l'univers de Death Note qui devrait s'en venir, si tout va bien, étant donné la popularité de Death Note, qui devrait s'en venir ici en français. Dans les prochaines années, j'imagine, ou dans les prochains mois. À voir. Donc on parlait de Bakuman. Donc si vous êtes intéressé sur ce qui touche au côté de l'animation et de la publication, en fait, vraiment le côté éditorial en fait de la chose, c'est vraiment le manga qu'il faut. Erwan, hello Erwan, donc, qui nous dit: est-ce que tu trouves pour toi perso que Bakuman ne romance pas trop l'organisation du Jump comparé à cette organisation? Je me suis toujours posé la question, moi, du fait qu'ils veulent garder l'esprit shonen. Oui, ben bien sûr. C'est sûr que, tu sais, je pense que, très certainement, en fait, que les auteurs ont mis un peu du leur, en fait, dedans, puis que c'est plus ou moins, à la limite, une semi-autobiographie, en fait, de leur parcours. Et on le voit quand même assez souvent, dans le sens où ils essaient des choses, mais ils échouent, puis des moments où... pour avoir lu et vu des choses en fait sur comment les éditeurs puis les attachés éditoriales en fait, parce qu'il faut savoir que chaque mangaka ont un attaché éditorial qui est vraiment focus sur son travail, et comment en fait ces gens-là suivent ces auteurs-là, et comment est-ce que des fois ça peut bien marcher, comme des fois ça peut ne pas bien marcher, comme on va le voir en fait un peu plus tard, notamment avec Tetsuya Tsutsui, qui est l'auteur de Poison City et de Manhole, et notamment de l'histoire qui va tourner autour de ces deux mangas-là. Maintenant, c'est sûr que je pense, selon moi, la romance n'était pas forcément intéressante, mais pas intéressante, mais pas nécessaire en soi. Mais je pense que c'est vraiment le côté romantique que les auteurs mettent en place. Puis, évidemment, il faut que ça reste attractif, il faut que ça reste intéressant, puis que ça garde les lecteurs en haleine. Fait que j'imagine que tout n'est pas vraiment mis blanc sur noir, puis que tout n'est pas honnêtement dit en fait. Donc c'est à prendre avec des pincettes si vous vraiment vous intéressez ou je vous conseille vraiment d'aller faire vos recherches, c'est très très facile à aller trouver. Il y a plein de sites pour ça, il y a des sites qui recensent en fait tout ça, ne serait-ce que même au niveau des ventes, au niveau de... Il y a plein de choses. Et en particulier, tout ce qui touche aux auteurs et au comment les auteurs apportent, enfin l'avis des auteurs par rapport à leur manga et leur environnement professionnel. Je conseille la série dirigée et produite par Naoki Urasawa, donc l'auteur de Billy Bat et de Monster, qui pour le coup a fait l'émission qui s'appelle Man-Ben. Donc Man-Ben, c'est M-A-N-B-E-N, donc tout simplement, qui est une émission qui est vraiment très très cool, où vraiment... Donc c'est un mangaka qui parle à un mangaka, puis on voit un peu toutes les aléas qui tournent autour de l'édition, de la création de manga, et tout le processus créatif aussi qui est vachement intéressant, si ça vous intéresse. Il y a plusieurs saisons, c'est des saisons de entre 5 et 7 épisodes, tout au plus. Ils sont tous facilement trouvables sur internet. Donc je vous les conseille chaudement, c'est vachement intéressant, c'est vachement pertinent, puis de voir comment finalement deux mangakas échangent l'un l'autre en fait leur expérience et leur façon de voir, qui n'est pas forcément la même, et ils se contentent pas juste au grand nom en fait, c'est pas juste du shonen, c'est vraiment tous les mangakas aussi, autant de la vieille génération que de la nouvelle. Fait que Man-Ben, si ça vous intéresse, c'est vraiment très très cool. Nous ici en boutique on est tous méga fans de l'auteur, fait que c'est vraiment un classique, puis il y en a des modas, c'est un must see à voir, obligé. Donc on parlait de Bakuman, plein de choses. Parlons notamment des gros scandales qu'il y a eu autour de cet acharnement en fait du travail, du fait que plusieurs mangaka ont dû à cette intensité en fait, au fait de ce stress, à cette anxiété qui se cumule, et du fait que ce rythme de travail là finalement n'est pas
à leur santé, et des fois en fait ils sont tellement focus puis tellement bornés en fait dans leur travail que ils font l'impasse en fait sur cette santé là, ce qui leur porte préjudice sur le long terme. Commençons avec un des plus classiques pour le coup, Hunter x Hunter bien évidemment. Donc Yoshihiro Togashi pour le coup, qui avec quelques petites anecdotes super drôles, mais pour le coup qui n'a pas aménagé son dos pour le coup. Il avait déjà quelques petits soucis, et le fait de rester un nombre incalculable d'heures en fait dans la même position, assis à son bureau pour écrire son manga, a fait que l'auteur maintenant a des problèmes de dos chroniques, qui fait que de un, ça met la série en stand-by pour le coup, et de deux, l'auteur n'est plus capable en fait de soutenir ce rythme-là, et du fait n'est plus capable en fait de continuer à écrire The Hunter. Il y a plein d'autres choses aussi qui rentrent en parallèle. Il y a d'autres problèmes de santé qui sont à part de l'écriture d'un manga pour le coup, mais ça n'a pas aidé clairement, et ce qui fait que tout fan de Hunter x Hunter en fait ressent cette frustration du fait que il est un peu déconné, puis nous en tant que lecteur on veut la suite, on veut vraiment voir la suite et la fin de la série. Mais pour le coup, l'auteur, au jour d'aujourd'hui, en fait, fait attention à sa santé, puis prend soin de lui. Puis personnellement, je préfère qu'il fasse comme ça, plutôt qu'il fasse quelques petits chapitres par-ci, par-là, qui à toutes les X années, en fait, à tous les 1 an, 2 ans, il t'en refasse genre 2-3 tomes. Je trouve que c'est plus... Si c'est ce qu'il faut, en fait, pour qu'il aille mieux, puis qu'on ait la suite, genre, go for it. Je sais pas si vous étiez passé sur la news, il y avait pas mal de choses qui brassaient autour de la série, qui a un peu affolé en fait tous les fans et toutes les personnes qui aiment la série, puisque les seiyuu de Gon et de Killua, donc les acteurs vocaux, les doubleurs, avaient laissé des petites graines en fait de rumeurs comme quoi il y avait un projet secret qui s'en venait. Fait que tout le monde en capoté en mode bon écoute, mon dieu, l'animé va reprendre. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais l'animé ne reprendra pas malheureusement. Toute cette effervescence autour de Hunter x Hunter, c'était pour un jeu, un escape game virtuel pour le coup, qui va être disponible dans pas long au Japon. Et c'est pour ça que les seiyuu en fait de Gon et de Killua, fait qu'on va suivre les deux protagonistes pour le coup. Oui, ils ont fait un teasing, mais genre tout le monde capotait, genre en mode genre oh Dieu, la série va recommencer et tout. Puis moi le premier, hein, c'est comme je capotais en mode ça y est, genre il réécrit son manga, c'est enfin. Puis finalement, non, c'est juste un escape game. Content qu'il y ait des choses qui se passent sur Hunter x Hunter, mais un peu déçu qu'il y a pas de suite, c'est genre. Fait que c'est ça, c'est juste un escape game qui va être doublé par les seiyuu qui font les deux seiyuu qui font la voix de Gon et de Killua pour le coup. Mais en raison pour ça. Et la petite anecdote, j'allais passer outre. Il faut savoir en fait que Togashi, malgré les apparences, malgré le fait qu'il prend beaucoup d'hiatus et ça, est un vrai bourreau du travail en fait. Et ce qui s'est passé une fois, donc je vous disais qu'il avait des problèmes de dos récurrents et qu'il avait de la misère à soutenir le rythme actuellement, et qui fait que à un moment donné en fait il s'était bloqué le dos, et ce dos là en fait il s'est retrouvé voulant essayer de se débrouiller pour appeler du monde pour l'aider finalement. Puis il s'est rendu qu'il est tombé à terre de son bureau, et il savait que son éditeur, pour le coup son attaché éditorial, devait lui rendre visite. Et quand ce dernier est arrivé chez lui en fait, il a retrouvé Togashi avec le dos bloqué en fait, littéralement à terre, vraiment genre en mode genre limite en train de ramper avec ses planches en train de dessiner, parce que il fallait rendre les planches, et ça fait que genre comme même avec le dos bloqué, l'auteur a vraiment à cœur sa série. Puis c'est un dernier commentaire qu'il avait dit, je pense que c'est la sortie du tome 35 ou 36, où il comptait bien terminer son manga. Le truc c'est que il prendrait le temps qu'il faut. C'est pas mal le message global qu'il avait donné, comme quoi c'est dans l'absolu quelque chose qu'il vise en fait. Fait que j'espère que on peut se rassurer un peu avec ça, et j'espère vraiment qu'il va amener à bien sa série. J'aimerais beaucoup en tout cas. Nicolas qui nous dit c'est un peu agace. Oui, je sais. Mais c'est d'un côté, c'est pas leur faute, parce que genre c'est vraiment c'est les fans et internet qui sont emballés pour rien, tu sais, genre fait que
d'un côté, c'est pas eux, tu sais. Enfin bref. Passons au suivant. Donc, même chose. Dernièrement. Et donc, dernièrement, je vais vous retrouver même la phrase en fait. Donc, c'est une mangaka. C'est la mangaka qui fait Blue Exorcist présentement. Qui est reparti en hiatus, malheureusement. Et je vais retrouver ça. J'avais fait le screen sur son compte Twitter. Voilà. Donc c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment suivre les mangaka, donc Twitter est vraiment une super bonne plateforme pour ça. Et pour le coup, la mangaka s'est exprimée sur son compte Twitter en disant que le manga partirait en hiatus, puisque donc, du moins pour les 2 prochains mois, parce que la série avançait bien, mais elle a donné comme explication, c'est comme en termes simples, la raison est que 12 ans de fatigue en fait l'ont rattrapé, tout simplement. Donc elle a rassuré ses fans et les personnes qui le suivent comme quoi il n'y a pas de souci, elle n'est pas malade, mais qu'il y a vraiment un ras-le-bol de fatigue en fait qui sont cumulés, qui fait que elle n'est pas capable en fait de continuer à écrire présentement sa série, et pour le coup elle va être absente dans les 2 prochains mois dans le magazine de publication, je sais plus lequel c'est, dans le magazine de publication où est publié Blue Exorcist. Encore une fois, ça soulève la question du fait que malgré le fait qu'elle avait repris du poil de la bête, malgré le fait qu'elle avait repris l'écriture, fait qu'on a reçu quelques tomes, on a reçu le tome 25, il y a le tome 26 qui est déjà paru au Japon, qu'on va bientôt recevoir, qu'on devrait bientôt recevoir d'ici quelques semaines, voire quelques mois, il me semble. Et même malgré ça, en fait, même malgré le fait qu'elle soit remise, il y a vraiment toute cette fatigue, toutes ces... cette lassitude, en fait, d'écrire un manga, qui fait que, mine de rien, ça pèse sur le moral, ça pèse sur le... Même physiquement, hein, on s'en doute que, genre, ça doit pas être très fun, puis c'est quelque chose qu'elle tient à cœur, puis elle continue d'écrire des choses, à dessiner des choses sur son compte Twitter, fait qu'elle publie, fait qu'elle est toujours active, mais de soutenir à même rythme, actuellement c'est pas quelque chose qu'elle est capable de continuer, en espérant que ça ne dure vraiment que 2 mois finalement, et pas plus. Mais ça soulève la question du fait que y a un problème quelque part, malheureusement, et la preuve en est que même encore dernièrement, certains auteurs qui sont sur un rythme de parution beaucoup plus moins demandant que de l'hebdomadaire pour le coup, parce que c'est le Besatsu, je pense, Shonen Jump, qui pour le coup qui est pas une publication hebdomadaire, mais bimensuelle, mensuelle, je sais plus, il y en a tellement, mais pour le coup qui est moins demandant déjà. Ensuite, bon, la même chose. Non, ça c'est des cas à part, mais on a l'auteur, tristement connu, Ai Awazawa, dans le fond l'auteur de Nana pour le coup, qui elle aussi est en pause, et ça fait bientôt ça fait plus de 10 ans il me semble qu'elle est en pause, qu'on attend la suite, qu'on ne l'a pas, mais que elle est malade, puis c'est plus un rythme qu'elle est capable de soutenir actuellement. J'espère pour toutes les personnes qui suivent la série, qui sont à fond dessus, qu'un jour elle reprenne l'écriture, mais après 10 ans, personnellement, je me fais plus... j'ai plus d'espoir, malheureusement. Mais pour le coup, c'est encore un truc qui fait que ça n'a vraiment pas... J'imagine que ça doit être en quelque partie lié au problème du rythme de parution, du rythme très demandant en fait, qui fait que tu fais très vite en burn-out, puis effet boule de neige qui fait que tu cumules des autres saloperies, puis ça. Alors Koussel qui nous dit: je voulais travailler dans l'industrie de l'animation, mais j'ai peur du workload, donc je suis devenu médecin. Oh my god. Et t'avais peur du travail, mon dieu. Bon, bah écoute. Alors, c'est une carrière comme une autre, hein, j'ai envie de dire, hein, mais c'est vrai que médecin, ça ne doit pas être évident, surtout au niveau des études, là, c'est compliqué.
Mais bon, tant mieux, hein. Écoute, il est jamais trop tard aussi, hein, si ça tente un jour de reprendre de l'animation, c'est quelque chose qui est très faisable, surtout ici à Montréal, où devient de plus en plus très populaire et très fort dans l'animation. Pour le coup. On continue avec un manga que j'adore, donc il y a des mangas de mon enfance pour le coup. Fait qu'on Shaman King. Donc là c'est la réédition, fait que la dernière édition date, fait que comment la Star Edition, je pense qu'ils appellent ça. Dans le fond, qui reprend la série. Donc, la particularité avec Shaman King, c'est assez drôle en fait, puisque en fait le fait pourquoi Shaman King s'est arrêté, donc il s'est arrêté à la fin, genre limite genre 3 tomes avant la fin. Et le truc c'est que l'auteur tout simplement était tanné. Donc, l'auteur était vraiment il était tanné d'écrire, puis il voulait plus. Puis pendant des années en fait il a mis sa série en stand-by, puis il disait genre non je la reprendrai jamais, ça se terminera pas. Et il faut savoir que ce qui s'est passé, parce que si je vous en parle, c'est que l'auteur a repris la série et puis il a terminé pour le coup. Donc on a enfin la fin en français, donc Canal l'a réédité, puis il a refait avec la nouvelle édition, puis il a fait un petit geste super sympa. Et ce qui s'est passé avec l'auteur en fait, c'est que l'auteur s'est fait harceler, mais littéralement harceler par les fans. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que les fans en fait ont, donc en partie, hein, pas tous, hein, mais les fans ont généré une pétition. Et cette pétition qui a fini en fait de convaincre l'auteur de continuer et de terminer sa série pour le coup. Et ce qui est assez drôle, fait que ce qui est assez cocasse en fait, c'est que l'auteur en fait en réécrivant sa série plusieurs années plus tard s'est rendu compte que il a repris goût en fait, il a repris goût au dessin, il a repris goût à écrire des histoires, qui fait que après ça il a refait 3 autres histoires, il me semble, sur l'univers de Shaman King, pour le coup. Donc, on a la réédition, on a ici Shaman King Flower, qui commence à apparaître ici en français, pour le coup. Donc, qui est la suite directe, donc qui est une série qui va être en 6 tomes, il me semble. Ouais, exactement. Donc, une série en 6 tomes. Il a refait autre chose, je pense qu'il a fait un truc qui s'appelle Star, ou quelque chose qui est une suite de la suite. Fait qu'il a refait plusieurs choses autour de ça, et je pense qu'il est toujours en train d'écrire quelque chose sur l'univers de Shaman King pour le coup. Ce qui est assez drôle en fait, c'est qu'il a vraiment fallu lui donner un coup de pied aux fesses en fait pour qu'il se motive et qu'il reprenne goût en fait à l'écriture tout simplement. Donc c'est cool parce que bah, tu sais, finalement on a la fin, on a la conclusion de cette série qui est correcte, qui est cool. Pour tous ceux qui sont nostalgiques de la série, la fin est disponible. Mais c'est assez cocasse. Donc changeons de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, on va garder cela pour la fin. Bon, parlons des... restons dans le sujet des mangaka qui ont de la misère avec pour le coup tout ce rythme en fait. On a évidemment donc le dessinateur de Terraform Mars pour le coup, qui est tombé malade suite à la publication du manga finalement. Je pense qu'on est rendu au tome 22 ou 23 si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, ça fait déjà depuis plusieurs années, je pense que ça va bientôt faire 3, 4, 5 ans, je sais plus, que le dessinateur pour le coup, donc Kenichi Tachibana pour le coup, est en hiatus, et bah, le scénariste ne peut rien faire tant que vu qu'ils sont deux, il ne peut rien faire tant que le dessinateur est toujours en hiatus et n'est pas capable de reprendre la production. Donc encore une fois, je me répète, mais ça reste du fait que le rythme de parution, même si c'est un seinen en fait, donc, qui est considéré comme un seinen évidemment, est différent. C'est le même problème, la cadence, le rythme, le poids en fait que l'industrie du manga met sur ses auteurs. Pose problème en fait, ruine la santé des auteurs, et c'est quelque chose qui est pas tolérable en fait, tout simplement. Reparlons d'un autre. Malheureusement, c'est une autre sorte de maladie.
Donc on va parler de Inyo Asano, ici présentement. Donc Inyo Asano, pour ceux qui connaissent le mangaka, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est pas forcément la personne qui respire la joie de vivre. Ne serait-ce que par ces sujets de manga qui toujours un peu critique sociétale, voire limite dépressif sous les bords. Il faut savoir que l'auteur fut un temps en dépression à cause de la parution. Il y a des choses, même si tout lui réussissait, qu'il avait du succès, que son manga fonctionnait, il y avait que finalement il est tombé dans la dépression et il n'a plus été capable en fait de tenir le rythme de parution. Et c'est présentement le cas de Dead Dead Demon Destruction pour le coup. C'était le cas pour le coup vu que l'auteur redevient actif en fait sur son œuvre, mais il fut un temps où la série était en hiatus. Et l'est encore, je pense, mais l'auteur commence à faire de quoi. Il a une chaîne YouTube, même si ça vous intéresse. Vous pouvez aller le trouver. Et il filme des sketchs, il filme ses planches qu'il dessine. Des fois, il fait juste jouer à Minecraft avec d'autres mangaka, avec d'autres personnes. Puis c'est juste vraiment une chaîne pour lui se détendre en fait. Et pour le coup, ça me permet de rebondir. Malheureusement, c'est la version anglaise, mais ici Downfall. Donc l'équivalent en français c'est Errance. Donc, alors ce manga a vraiment quelque chose de très particulier. Parce que l'auteur a avoué que Errance c'est un manga qui est semi-autobiographique, voire autobiographique en fait. Il y a beaucoup de choses en fait dont notre héros subit ici. Donc qui est évidemment un mangaka dans la trentaine, quarantaine comme l'auteur. Sa série fonctionne super bien, il est reconnu, genre ça marche super bien, tout lui réussit en fait avec sa série manga, mais malgré ça, le mangaka tombe en dépression et il va s'amouracher en fait d'une prostituée, dans le fond qui va être un peu son substitut affectif, et toute une relation assez complexe va se nouer entre deux en fait, et c'est l'histoire de ces deux personnages là qu'on va suivre pour le coup. C'est, comme je vous dis, c'est pas un manga qui respire la joie de vivre. C'est très touchant, c'est très personnel. Si vous aimez l'auteur, c'est vraiment un plus. Il faut absolument le lire. Si vous découvrez l'auteur avec ce que je vous dis, c'est clairement pas, vous attaquez clairement pas à celui-là en premier. Sinon, vous risquez de tomber en dépression aussi. Je vous conseille plus Bonu Pon Pon ou à la limite Dead Dead Demon Destruction qui est son dernier en date qui a été écrit. Mais pour le coup, c'est ça, c'est vraiment son exutoire, ça a été vraiment en fait d'écrire Errance, puis d'y mettre en fait plus de lui-même que ce qu'il met d'habitude pour le coup. Bon, je fais un peu mon tri. On va parler aussi donc c'est les deux mangas avec Hunter x Hunter, c'est les trois mangas avec Hunter x Hunter, donc les deux que je vous présentais et Hunter x Hunter, qui posent énormément de problèmes. Vagabond, évidemment. Série qui a 37 tomes. Ça fait déjà plus de 5 ans, et plus en fait, que la série en est au point mort. L'excuse, je trouve, de l'auteur, malgré le fait qu'il est toujours actif, qu'il a fait un dernier artbook dernièrement sur Slam Dunk et réédition de Slam Dunk. Il a repris l'écriture de Real, son autre manga de Randy Basket pour le coup. Mais l'auteur depuis plusieurs années, avec Vagabond, est rendu au tome 37 et ne bouge plus. Ça ne bouge plus tout simplement. Donc l'auteur est en hiatus un peu à durée indéterminée. Et l'excuse qui sort en fait, c'est que étant donné que c'est un manga semi-historique, donc sur la vie de Miyamoto Musashi, pour le coup, son excuse ça va être bon, écoutez, étant donné que c'est un manga semi-historique, j'ai de la misère avec les recherches historiques, ce qui peut être vrai, mais il me semble que quand le manga ça fait presque 10 ans qu'il est au point mort, genre c'est que t'as plus trop envie de le dessiner. Selon moi, c'est un avis personnel. Maintenant, c'est totalement possible, genre comme il le met juste au point mort en attendant les prochaines découvertes historiques autour du personnage.
Mais la série est au point mort et l'auteur a mis une pause indéterminée en fait sur son manga, tout simplement. Soit parce que c'était trop demandant, soit parce qu'il n'y a pas de raison concrète en fait autour de ça, malheureusement. Et parlons du coup du deuxième qui pose problème, évidemment, Berserk. Alors c'est le mangaka de notre manga Origatus préféré. Il faut savoir que de 1, l'auteur est très perfectionniste. Il est capable en fait, s'il y a un petit détail, un petit truc qui va pas en fait sur une double page ou sur un chapitre, il est capable de tout refaire et de tout reprendre en fait depuis le début. Ce qui pose assez problème, on va dire. Et pour le coup, c'est ça en fait, dans le fond, qui pose problème, c'est du fait qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas régulier. Je perds mes mots. Il n'est pas régulier, puis il cherche un peu des excuses en fait pour se remotiver. Je vais vous prendre l'exemple de il y a peu, je pense c'est à peu près un an, un peu moins il me semble, où l'auteur avait recommencé un nouveau manga. Donc il avait commencé avec ses assistants un nouveau manga qui s'appelle Doranki, qui est trouvable sur internet si vous l'allez voir. Si vous allez voir des images, hein. Les scans devraient être trouvables officiellement sur leur site de Viz par exemple, l'application de Viz pour le coup. Et pour le coup, je pense qu'il se cherche un peu des excuses et qu'il est tanné en fait d'écrire Berserk. Puisque l'excuse qu'il a donnée lors d'une dernière interview, quand il a commencé à écrire la série Doranki, pour le coup, il a dit en fait tel quel que la série, le fait de créer cette série-là, en fait, c'était pour redonner envie et redonner de l'envie en fait à ses assistants pour reprendre l'écriture de Berserk. Et encore une fois, c'est un avis purement personnel, hein. Je pense que l'auteur se cherche des excuses dans le fond, ou a besoin d'autre chose en fait, tout simplement. Donc il a besoin d'écrire d'autres choses que Berserk, et je pense que il est potentiellement peut-être tanné, tout simplement. J'espère vraiment qu'il va terminer la série. Il avait refait une interview il n'y a pas longtemps, disant que la fin s'en venait bientôt, qu'il y aurait probablement 2 confrontations avec Griffith, pour ceux qui connaissent. Il y a des choses qui s'en viennent, il a plus ou moins ses idées, mais ça bouge pas bam, on va dire. Donc Berserk, sachant qu'il y a quand même une bonne nouvelle tout récemment, c'est que l'auteur a repris l'écriture de Berserk il y a peu en fait, tout simplement, et il travaille actuellement sur le potentiel tome 41 qui devrait sortir, si tout va bien, encore une fois, il y a beaucoup de conditionnels, à la sortie du tome 41 au Japon, qui dit potentiellement la sortie du tome 41 ici aussi en français. En parallèle, on va aussi parler d'autres mangas en fait qui posent un peu problème. Même chose, je me répète encore un peu, mais tu sais, l'auteur de Noragami qui est tombé malade suite à l'apparition, où c'était un rythme vraiment beaucoup trop soutenu, qui pour le coup a une rythme de parution beaucoup plus lent pour qu'elle puisse en fait se reposer et prendre soin d'elle. On a aussi des Greymon pour le coup, donc là c'est un peu plus particulier puisque l'auteur avait déjà des problèmes de santé, et pour le coup l'écriture, le fait de son travail, le stress qui va avec, n'a vraiment pas aidé en fait à ce que ce problème de santé là se résout et se soigne en fait, ce qui fait qu'elle est retombée, qu'elle a dû être réhospitalisée pour plein de choses, et qui fait que même si la série est toujours en cours de parution, donc il n'y a pas de hiatus présentement, la série est extrêmement lente puisque c'est un chapitre aux 3 mois, il me semble, aux dernières nouvelles. Fait que faites le compte, il y a une dizaine de chapitres dans un manga pour faire un volume. Ça, je pense qu'il y en a 10. Ouais, il y a 8, entre 8 et 10 chapitres par volume. Fait que faites le compte, pour qu'on ait un volume, ça prend quand même extrêmement de temps, pour le coup. Dans un autre ordre, pour tout ce qui est quotidien, mais là on va parler de la censure. Alors, c'est un énorme
tour de force que l'auteur a fait. Pour parler de Poison City, donc qui est le manga qui va nous intéresser, il faut que je vous parle de Manhole. Donc, les deux mangas sont deux mangas écrits par Tetsuya Tsutsui. Donc Manhole qui a été écrit avant, qui est une série en 3 tomes, et Poison City qui a été écrit bien après en 2 tomes. Il faut savoir qu'à l'époque où l'auteur écrit Manhole, en fait, la censure au Japon sévit extrêmement. C'est très 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 compliqué pour les mangaka, en fait, les auteurs, d'avoir cette liberté de s'exprimer, de dessiner en fait dans ces mangas. Et pour le coup, Manhole, ça nous parle d'une histoire de zombies. Donc c'est mélangé avec un peu de policier. Donc c'est vraiment une série qui est très 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 cool. Et en gros, ça parle de 2 policiers en fait, donc un duo de policiers qui enquêtent sur des étranges phénomènes en fait. Et il semblerait que dans les égouts de Tokyo, il y a une personne qui s'amuserait en fait à faire des expériences sur des êtres humains, tout simplement. Donc il a les embéifier et à en faire des monstres tout simplement. Il faut savoir que quand l'auteur a publié cette série-là, donc en 3 tomes, il a été extrêmement censuré. Et ce qui s'est passé avec ce manga-là, en fait, c'est ce qui est raconté dans celui-ci. Donc dans celui-ci, en fait, c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui décide de faire un manga sur les zombies. Clin d'œil. Et pour le coup, on va suivre en fait ce mangaka qui encore et toujours en fait se heurte en fait contre la censure. Donc, ce mur qui est la censure japonaise pour le coup, et qui fait que au fur et à mesure des entretiens avec cette censure-là, avec son éditeur, avec sa maison d'édition en fait, qui fait que petit à petit en fait, pour cet auteur qui commence sa carrière, sa série en fait commence tranquillement pas vite au fur et à mesure des retouches et des modifications en fait à se départager en fait de ce à quoi elle devait ressembler au début, et pour le coup donne une œuvre en fait totalement dénaturalisée, ou tout du moins une œuvre impersonnelle en fait par rapport à ce que l'auteur voulait faire au début. Et pour le coup c'est assez ballsy en fait, puisque pour le coup l'auteur raconte son expérience en fait, un manga, c'est un manga en 2 tomes pour le coup, et il s'avère que finalement sa série a été éditée par une maison d'édition américaine pour le coup, qui l'a fait que finalement il a pu écrire ce qu'il voulait tout simplement. Donc encore une fois c'est un peu différent de ce qu'on a abordé un peu en avant, mais ça touche aussi les quotidiens que des fois les auteurs ne peuvent pas écrire ce qu'ils veulent en fait, et ils se heurtent de temps en temps à la censure, comme l'auteur de Manhole et de Poison City. Donc je vous recommande ces 2 séries qui sont vraiment très très cool. Celle-ci est en 3 tomes, celle-ci est en 2 tomes, et c'est l'auteur qui fait Prophétie aussi, qui est très très cool. Alors, différemment, on va parler de Dragon Ball. Fait que rien d'exceptionnel en soi, si ce n'est que la pression que les éditeurs ont mis sur Dragon Ball. Au début, Dragon Ball, c'était censé être un gag manga. Donc, Dragon Ball, c'était censé être l'extension en fait de Dr. Slump. Donc, Dr. Slump, l'auteur a vraiment tripé en fait en écrivant Dr. Slump, et de son aveu en fait, c'est vraiment la série pour laquelle il a vraiment adoré dessiner. Le problème en fait, c'est que l'auteur a été un peu victime de son succès. Des moments où il a commencé à écrire sur les arts martiaux, et a commencé à aborder en fait des thématiques plus matures, que ce soit plus action, plus centré sur les mangas, sur les combats d'arts martiaux, les fans ont tripé. Mais vraiment du tripé, ça a été genre vraiment un boom, ça a été vraiment une révélation pour l'auteur. Et l'auteur, c'est bon, malgré le fait que c'était pas totalement désagréable, hein, on va s'en dire, c'est comme il appréciait aussi, mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire exactement. Et pour le coup, de cette popularité en fait, son maison d'édition l'a un peu forcé en fait, donc sans vraiment le faire, à écrire un manga totalement différent de ce qu'il voulait faire en fait, tout simplement. Donc ce qui a donné en fait l'évolution de Dragon Ball, où dans le fond, quand on rencontre Goku petit en fait, c'est plus un manga style humoristique en fait, avec une connotation action. Et à l'inverse, quand Goku grandit en fait, vraiment plus ou moins à ce passage là, donc
rendu plus ou moins au combat avec Piccolo en fait, donc avec le roi démon Piccolo. Pour le coup, c'est vraiment là où l'auteur a commencé tranquillement, pas vite, à écrire de quoi. Donc ça a été avec l'arc Freezer. Puis après ça, normalement, l'auteur était censé, c'était l'arc Saiyan. Après ça, l'auteur voulait arrêter. Puis il y a eu l'idée de Freezer. Puis il a fait l'arc Freezer. Puis après ça, il se dit bon bah écoute, ça devait arrêter. Puis est arrivé Terminator pour le coup. Et pris d'un élan d'inspiration, l'auteur fasciné par Terminator s'est dit bah je vais écrire sur des robots, je vais faire des cyborgs. Et né l'arc Cell. Après ça, il a rembarqué sur autre chose avec l'arc bout et ça s'est terminé là. Bon, donc à plusieurs reprises en fait l'auteur a voulu vraiment mettre fin à sa série, qui fait que Dragon Ball en fait la fin n'était pas très fixée et ça a été de petit en petit en fait, dépendamment des influences que l'auteur a eu, des influences extérieures qu'il a eu envers lui et son œuvre, qu'il l'a adapté et qu'il a fait genre il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci et il en a fait l'œuvre qu'on connaît actuellement, Dragon Ball. Très très cool. Je vais embarquer, je vais vous montrer les emplois du temps en fait que je vous ai tissé tout à l'heure. Donc l'emploi du temps de Eiichiro Oda qu'on va garder en dernier parce que c'est One Piece, c'est la vie, hein, comme on dit. Et l'emploi du temps de Masashi Kishimoto. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est les deux grosses séries. Donc Naruto qui fait partie des Big Three avec Bleach et One Piece pour le coup. Donc époque qui est presque terminée étant donné que il reste plus que One Piece. Attendez, je m'étais noté ça. Voilà. Donc Masashi Kishimoto au moment où il écrivait Naruto, voilà qu'on ressemblait son emploi du temps. Donc du lundi au vendredi, il avait de minuit à 6h du matin, c'est du travail. De 6h à 9h, donc 3 heures de sommeil. Après ça, ça a été de nouveau du travail de 9h à 13h. De 13h à 14h, c'est le repas. De 15h à 20h, c'est le travail. De 20h à 22h, c'est le dîner plus le bain. Et de 22h à minuit, c'est encore du travail. Fait ce qui fait que genre comme ça fait quand même 3 heures de sommeil du lundi au mercredi. Fait que c'est pas beaucoup. C'est en 3 jours, c'est une nuit de 9 heures en fait. C'est ce qu'on est plus ou moins censé faire en une nuit, tu sais. Fait que c'est assez compliqué, on va dire. Alors là, jeudi, ça se passe bien. Donc c'est juste une discussion avec l'éditeur. C'est une journée assez relax. Vendredi, c'est la réalisation de la mise en page. Donc c'est encore du travail. Samedi, c'est rebelote, on remet le truc. Donc de minuit à 3h du matin, c'est le travail. De 3h à 9h, du sommeil. Encore une fois, bon là c'est un peu plus vu que c'est 6 heures de sommeil. C'est mieux, mais c'est pas top non plus. De 9h à 13h, c'est... donc ça a été de regarder des vidéos et de la recherche en fait. Donc c'est de la recherche globale en fait pour la série tout simplement. De 1h à 15h, c'est le repas plus le ménage. De 15h à 20h, c'est du travail. 20h à 22h, c'est un dîner et le bain. Donc ça, c'est assez tranquille. Et de 22h à minuit, c'est de nouveau du travail. Et dimanche, c'est un jour de repos. Donc jusque-là, c'est assez cool. Donc c'est pour vous donner un peu l'exemple en fait de ce que pour ressembler une grosse série en fait qui est publiée dans le Shonen Jump pour le coup. Et c'est potentiellement, très certainement même, pas mal le même emploi du temps pour pas mal de mangaka actuellement qui sont publiés dans le Shonen Jump au jour d'aujourd'hui. Je sais que vous l'attendez. Passons aux journées de Eiichiro Oda et j'ai envie de vous le dire. Je suis tellement excité. Donc One Piece évidemment. Donc c'est vraiment l'emploi du temps du mangaka numéro 1 actuellement. Donc le manga le plus vendu au monde et par la même occasion le mangaka le plus qui a la plus grosse fortune. On va réaborder un peu, on va voir, on va pas digresser, mais je vais vous montrer ça. Fait qu'on va voir que là en fait c'est assez chaotique pour le coup. De base en fait Eiichiro Oda n'est pas une personne forcément très très ordonnée. C'est un homme assez chaotique en fait dans son environnement personnel et dans sa vie en fait. Donc voilà ce que ressemblait en gros une journée du mangaka. Donc, au début en fait. Donc au début de la série de One Piece parce que ça a changé par la suite. Fait qu'on va y revenir. Donc réveil à 5h du matin et l'auteur commence à travailler.
Donc il continue à travailler toute la journée, ne prendre pause que pour manger, et il se rend dans cette toilette requin. Alors je vous ai préparé des petites images, parce que il faut savoir que l'auteur a fait une petite visite guidée en fait de son atelier il y a peu. Fait que pour vous donner une idée, ça c'est les toilettes d'Eiichiro Oda. D'où les toilettes requins, parce qu'il y a une tête de requin dans ces toilettes. C'est une grosse référence au film Les Dents de la Mer, évidemment, c'est un gros fan des Dents de la Mer. Pour le coup, je trouve ça assez cool en fait, comme toilette. Enfin bref. Ensuite de ça, arrivé vers 2h du matin, il va dormir. Donc si vous faites le calcul en fait, sur une journée type, en fait, ça ne fait que 3 heures de sommeil. Et encore. Quand il dort, parce que des fois il fait des nuits blanches. Donc, pour créer un chapitre de One Piece, la semaine de l'artiste est découpée dans cet ordre-là. Donc du lundi au vendredi, c'est la mise en page, l'écriture des dialogues. Du jeudi au samedi, c'est dessin et ancrage. Et dimanche, c'est coloriage et autres tâches. Alors, il faut savoir que au tout début de la série, en fait, l'auteur ne dormait 2 heures par nuit. C'est tout. Donc ça faisait des années et des années et des années qu'il faisait ça, qu'il avait ce rythme-là, qu'il ne dormait que 2 heures par nuit. Et des fois, quand le besoin se faisait sentir, en fait, quand le manga avait pris un peu de retard, qu'il fallait accélérer ou il y avait un chapitre un peu plus conséquent à faire, l'auteur pouvait faire plusieurs jours, en fait, plusieurs nuits blanches, tout simplement, d'affilée, afin de boucler le chapitre ou les chapitres en cours. Alors, je vous ai préparé un peu d'autres images de l'intérieur de la maison de Eiichiro Oda, parce que je trouve ça vraiment cool, puis je veux dire, c'est un peu une intrusion dans le quotidien des mangaka, où ici, en fait, on peut voir, on trouve par ici, et vous pouvez voir en fait que ici il y a tout simplement un Terminator géant, comme je vous disais, qui était méga fan aussi comme Masashi Kishimoto de Terminator. C'est qu'il a un Terminator grandeur nature dans son atelier, et il a un note tellement gigantesque en fait que quand il l'a fait rentrer, fait qu'il se permet des choses, fait que genre c'est le mangaka le plus riche en fait de tous les temps en fait. Lorsqu'il a acheté cette TV, en fait, il a fallu abattre des murs pour la faire rentrer et pour la faire fitter en fait dans la pièce. Nicolas qui nous dit c'était dans le bassin. Oui, je sais, tout ce qui est rythme de parution. Mais si, en même temps, un mangaka n'est pas l'autre en fait. Et pour illustrer ce propos-là, je vais vous parler de 2 mangaka. Je vais vous parler en fait de Naoki Urasawa. Donc, l'histoire de Naoki Urasawa, c'est assez exceptionnel, puisqu'il faut savoir que à la base, Naoki Urasawa en fait ne voulait pas forcément devenir mangaka. Donc, il se mettait à dessiner tout ça. Et à la base, Naoki Urasawa voulait devenir éditeur, tout simplement. Donc, lui, il voulait éditer des mangas pour le coup. Et ce qui s'est passé en fait quand il est allé se présenter pour son entretien d'embauche. Donc c'est Otaku, j'ai lu encore. Y a-tu des frises? Oh, bon, bah écoute, c'est peut-être la connexion qui a un peu sauté. Mais ça, pour le coup, Naoki Urasawa, pour le coup, à la base, lui voulait ne voulait pas forcément devenir mangaka, et voulait vraiment devenir un éditeur. Et à la base, en fait, quand il est allé en fait à son entretien pour devenir éditeur, maintenant ça va? Ouais, ok, cool. N'hésitez pas à me le dire, j'en répéterai, il n'y a pas de souci. Et pour le coup, à cet entretien-là, en fait, Naoki Urasawa en fait, a apporté ses planches qu'il avait fait. Il dit, bon, écoute, si je peux utiliser ça pour me mettre des points, en fait, dans ma besace, genre, comme je vais l'utiliser, pourquoi pas, tu sais. Et il s'avère, en fait, que les personnes qui l'ont reçu étaient eux-mêmes des éditeurs. Et ils se sont dit, bon, écoute, nous, ce qu'on ne veut pas en tant qu'éditeur, nous, on te veut en tant que mangaka. Et pour le coup, c'est à cause de ça, et suite à ça, en fait, que l'auteur est devenu mangaka, en fait, finalement. C'est que ces éditeurs-là, on nous dit, bon, écoute, on voit que tu as du talent, on voit que tu as du talent pour créer des œuvres, pour dessiner, c'est que va postuler à un concours, et il s'avère que le concours qu'il a choisi, en fait, il l'a emporté. Et c'est vraiment ce qui a lancé, en fait, sa carrière, pour le coup. Il faut savoir que Naoki Urasawa, c'est un bourreau du travail. Mais genre, il capote. Donc, et quand on dit que c'est vraiment le Osamu Tezuka 2.0, c'est le nouveau Kami-sama du manga, c'est pas rien. Donc,
à l'image de Osamu Tezuka qui vivait littéralement pour créer des mangas et pour dessiner en fait. La preuve en est qu'il est mort à 61 ans et il était toujours 60 61 je sais plus, mais toujours est-il que il était toujours en train d'écrire. Il y a plusieurs œuvres en fait qu'il a laissées en suspens pour le coup. Donc Osamu Tezuka a laissé plusieurs œuvres en suspens, notamment les deux plus connus, Phoenix qui n'est pas terminé. C'est un peu moins dédommageant parce que Phoenix c'est vraiment des petites œuvres et ça, des petites histoires par-ci par-là dans le même univers. Et Neofaust qui a été une de ses dernières œuvres qu'il a écrites et qu'il n'a malheureusement pas eu le temps de terminer. C'est un peu le même cas avec Naoki Urasawa. Il faut savoir que l'auteur n'a jamais écrit qu'un seul manga en même temps. Il a toujours écrit 2 mangas en parallèle. Donc, excusez-moi si je me trompe dans le sens, mais il a commencé avec Yawara, puis il a embarqué en fait sur Monster, il me semble, fait qu'il écrivait les 2 en parallèle. Quand Yawara fut terminé, Monster était en cours, il a voulu écrire autre chose, c'est qu'il a embarqué sur 20th Century Boy, il me semble. Non, Happy, il me semble, avant. Puis après ça, une fois que Monster était terminé, il a embarqué sur un autre manga, fait qu'il a toujours 2 mangas en parallèle, fait que ça a été 20th Century Boy après. Après ça, ça a été, une fois que Happy s'est terminé, Monster s'est terminé plutôt, donc c'est, attendez, c'est Wara, Happy, Monster, 20th Century Boy. Après ça, il a embarqué sur Billy Bat, pour le coup. Une fois que ça s'est terminé, il embarque sur Asadora. Et là, pour le moment, en fait, il fait plusieurs petites choses. Il a sa vie, en fait, sa carrière, son travail, en fait, de mangaka. Et en parallèle, par exemple, actuellement, en parallèle d'écrire Asadora, pour le coup. Il a aussi écrit plutôt en parallèle avec un autre. Mais en parallèle, en train d'écrire Asadora, pour le coup, qui est ici, celui-ci, qui est le dernier en cours, en fait, de Naoki Urasawa. Il est en train de tourner, en fait, sa nouvelle saison de Mad Men, émission que je vous parlais tout à l'heure. Pour le coup, et en fait il fait plein de choses en même temps, fait que genre comme c'est sûr que c'est pas le même rythme de parution qu'un shonen, mais le travail est autant plus demandant, puis autant c'est le même style de travail, si ce n'est que les rythmes, les délais sont différents, mais l'auteur a toujours besoin en fait d'entreprendre quelque chose, a toujours besoin d'avoir plusieurs choses en fait actives pour, j'imagine, se stimuler, et puis c'est vraiment ça qu'il aime. Avec Naoki Urasawa, si vous ne connaissez pas, c'est le nouveau Kami-sama. C'est vraiment le mangaka, il faut absolument lire. Si vous ne connaissez pas l'auteur, je vous conseille vraiment Monster, qui est vraiment très très cool. Et sinon, tout ce qu'il a fait, vraiment. J'adore tout ce qu'il fait. Et en parallèle, et ça va être la fin en fait de ce live, parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Ouais. On va parler d'une autre auteure. Donc encore une fois, c'est totalement différent d'un rythme de parution hebdomadaire, mais on va parler de Akiko Higashimura. Donc c'est une auteure pour laquelle je me passionne tout récemment. J'adore vraiment tout ce qu'elle fait. Donc elle tape plus ou moins. Elle écrit beaucoup de josei. Là dernièrement, elle a écrit Tigre des Neiges. Et un peu dans le même genre, en fait, l'auteur a toujours besoin, en fait, d'avoir quelque chose, d'avoir même plusieurs choses en fait en cours. À savoir que dernièrement, elle avait plusieurs séries en cours d'écriture. C'est que là dernièrement, il y a Stray Portrait qui est sorti, donc qui est son autobiographie, si vous voulez savoir plus sur l'auteur, qui est très très cool. C'est ici que ça se passe. Et actuellement, en fait, elle l'était. Ça, la série dont je vais vous parler, donc Tigre des Neiges, c'est terminé il y a peu au Japon. Mais elle écrivait en fait 2 mangas en même temps. Tigre des Neiges ici, qui est un seinen, donc un seinen historique, et en parallèle, elle écrivait Tokyo Torarama Girl, mais pas celui-là, mais la suite en fait, tout simplement. Fait que ça va être une série en 2 parties. Fait que c'est 2 séries en parution, puis elle a toujours voulu que ça bouge, elle a toujours voulu écrire que ça bouge. Fait que les mangakas sont pas vraiment sur le même pied d'égalité. C'est sûr que c'est des rythmes de parution totalement différents et que du côté shonen, c'est vraiment insane, tout simplement. C'est vraiment des rythmes vraiment insoutenables. Mais dès le moment où on part sur d'autres choses qui sont des délais plus lourds, si on peut dire ça, donc du shoujo, du josei, du seinen, c'est beaucoup plus abordable. Puis on trouve vraiment des mangaka qui entreprennent beaucoup de projets. C'était le cas aussi de Boichi, d'un moment qui était en train d'écrire, qui était en train d'écrire à l'époque Origin et Dr. Stone. Là pour le moment Origin est terminé, il est en train d'écrire Dr. Stone, mais il travaille aussi sur un spin-off sur One Piece, une collaboration sur One Piece, qui fait plein de travail. Donc c'est vraiment 2 mondes à part
pour le coup. Je voulais vraiment vous donner les deux extrêmes, dans le sens où, bah, pour certains auteurs, c'est vraiment ce qu'il faut, puis ils veulent vraiment, genre, juste s'occuper, c'est tout, en fait. Et pour d'autres mangaka, où c'est vraiment, en fait, c'est la mort, littéralement, où c'est des rythmes totalement inhumains, puis intenables, tout simplement. Bon, bah, écoutez, c'est conclut pas mal sur le sujet pour le coup. J'espère que ça vous a fait autant plaisir de l'écouter que de moi de vous le présenter puis d'en jaser. J'espère que vous avez fait découvrir aussi quelques titres. Fait que penchez-vous sur les titres, c'est toutes des œuvres qui sont vraiment très très cool. Puis ne serait-ce que pour soutenir les auteurs qui ont série de parution là, ça peut être cool. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention. On se retrouve prochainement dans le prochain live qui devrait bientôt arriver. Normalement c'est jeudi avec les sorties des nouveautés. Sur ce, prenez soin de vous. Bye guys.